Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable aventure de Marcel Dubois, agriculteur du Cantal, considéré comme un original par tous ses voisins, qui construisit en secret pendant 2 années un abri souterrain révolutionnaire dans les montagnes auvergnates. Cette histoire vraie de 1956-1957 nous révèle comment un homme seul, armé de sa seule détermination et d'une intuition extraordinaire face aux signes de la nature, sauva la vie de 37 personnes lors du terrible hiver du siècle qui paralysa la France pendant 3 mois consécutifs. Cette épopée de survie nous enseigne que l'intelligence pratique et l'observation attentive de l'environnement peuvent triompher là où les prévisions officielles échouent. Marcel Dubois nous prouve que les excentriques d'aujourd'hui peuvent devenir les sauveurs de demain, pourvu qu'ils aient le courage de suivre leurs convictions contre l'opinion générale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de courage et d'ingéniosité française. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces héros méconnus de l'histoire. Préparez-vous à découvrir comment un homme fou est devenu le génie qui a défié l'hiver le plus meurtrier du XXe siècle. Paragraphe 1. L'automne 1954 marqua le début de ce que les habitants de Salers, petit village du Cantal perché à 950 mètres d'altitude, appelleraient en plus tard les obsessions de Marcel. Marcel Dubois, fermier de 42 ans vivant seul dans sa ferme isolée du lieu-dit les Hautes-Combes, avait commencé à manifester des comportements étranges qui alimentèrent les conversations dans les cafés du bourg. Veuf depuis 3 ans, sans enfant, cet homme taciturne et méticuleux s'était mis en tête de creuser ce qu'il appelait mystérieusement un refuge pour les mauvais jours, projet que personne ne comprenait et que tous jugeaient parfaitement inutile dans cette région paisible du Massif central. Marcel n'était pourtant pas un homme ordinaire. Fils et petit-fils d'éleveurs cantaliens, il possédait cette connaissance intime des rythmes de la nature que seuls développent ceux qui vivent au contact direct des éléments. Depuis l'enfance, il observait avec une attention maniaque les signes météorologiques, comportement des animaux sauvages, coloration des lichens sur les rochers, direction des vents d'altitude, formation des nuages au-dessus du plomb du Cantal. Cette science paysanne, transmise de génération en génération, lui avait déjà permis à plusieurs reprises de prévoir des orages violents ou des épisodes de sécheresse avec une précision qui étonnait ses voisins. Mais à partir de 1954, Marcel percevait des signaux inhabituels qui l'inquiétèrent profondément. Les marmottes descendent trop tôt vers les vallées, notait-il dans le carnet météorologique qu'il tenait religieusement depuis 20 ans. Les écureuils accumulent des provisions comme jamais je ne les ai vus faire. Les oiseaux migrateurs partent avec 3 semaines d'avance. Ils se préparent quelque chose de terrible. Ces observations, qu'il tentait de partager avec ses voisins, étaient accueillies avec un mélange d'amusement et d'inquiétude sur son état mental. Le maire de Salers, Édouard Chambard, homme moderne et progressiste, ne cachait pas son agacement face aux superstitions de Marcel. « Voyons, Dubois, » lui expliquait-il patiemment, « nous sommes en 1954. Météo France nous donne des prévisions scientifiques. Vos histoires de marmottes et d'écureuils relèvent du folklore d'un autre âge. Si un hiver rigoureux se préparait, les météorologues nous auraient prévenus. » Cette confiance aveugle dans la science moderne reflétait l'esprit de l'époque, où la technologie semblait pouvoir tout prévoir et tout contrôler. Marcel, homme peu loquace mais têtu, ne se laissait pas décourager par ces sarcasmes. « Les animaux savent des choses que vos machines ignorent, » répondait-il simplement. « Moi, je me prépare. Vous verrez bien qui avait raison quand le moment viendra. » Cette conviction inébranlable, nourri par des décennies d'observations minutieuses de la nature, le poussa à entreprendre le projet le plus ambitieux de sa vie. La construction d'un abri souterrain capable de résister à n'importe quelle catastrophe hivernale. L'emplacement choisi pour ce refuge révélait l'intelligence tactique de Marcel. Il sélectionna un petit plateau rocheux situé à mi-pente entre sa ferme et le village.
protégé des vents dominants par un éperon rocheux, mais accessible par un sentier discret. Ce site, connu localement sous le nom de la Combe du Diable, en raison de sa configuration géologique particulière, offrait plusieurs avantages stratégiques. Sol rocheux facilitant l'excavation, proximité d'une source naturelle et surtout discrétion totale qui lui permettrait de travailler sans être dérangé par les curieux. Le projet de Marcel était d'une ampleur considérable pour un homme seul. Il envisageait de creuser un complexe souterrain de 80 mètres carrés, composé d'une pièce principale de 50 mètres carrés pouvant abriter une trentaine de personnes, d'une réserve alimentaire, d'un système de ventilation naturel et même d'une infirmerie de fortune. Cette conception révélait une approche méthodique et une vision à long terme qui dépassait largement le simple abri temporaire. Marcel planifiait pour une catastrophe d'envergure. Le financement de ce projet pharaonique nécessitait des sacrifices considérables. Marcel vendit progressivement une partie de son cheptel, hypothéqua sa terre et utilisa toutes ses économies pour acheter les matériaux nécessaires. Poutres en chêne massif, pierres de taille, ciment, outils de terrassement, système d'éclairage à pétrole, réserves alimentaires non périssables. Ces achats inhabituels dans les magasins de Aurillac alimentèrent les rumeurs sur la folie de Marcel et confortaient ses détracteurs dans l'idée qu'il avait définitivement perdu la raison. Les premiers coups de pioche furent donnés en mars 1955, au début d'un printemps particulièrement précoce, qui semblait démentir les prédictions catastrophistes de Marcel. « Regardez ce beau temps », ironisa un ses voisins en le voyant passer avec ses outils. « Voilà bien la peine de creuser un abri pour se protéger de l'hiver. Il devrait plutôt s'occuper de ses vaches au lieu de jouer à la taupe. » Ces moqueries, bien que blessantes, ne faisaient que renforcer la détermination de Marcel, qui voyait dans ce printemps anormalement doux une confirmation supplémentaire de ses craintes. Le travail de terrassement révéla rapidement l'ampleur de la tâche entreprise. Creuser dans le sol rocheusement gelé du Cantal nécessitait des efforts physiques considérables que Marcel, homme robuste mais plus tout jeune, supportait difficilement. Chaque jour, de l'aube au crépuscule, il attaquait la roche à la pioche et à la barre à mine, évacuait les gravats dans une brouette, consolidait les parois avec des étais de bois. Cette routine épuisante, maintenue 7 jours sur 7 pendant des mois, témoignait d'une volonté extraordinaire qui forçait le respect même de ses plus sévères critiques. Gjuar, paragraphe 2. L'été 1955 révéla l'ampleur et la sophistication du projet de Marcel, qui dépassait largement ce que ses voisins avaient imaginé. Profitant des longues journées estivales, il avait creusé la majeure partie de l'excavation principale et commencé l'installation d'un système de ventilation d'une ingéniosité remarquable. 2 conduits dissimulés dans la roche, orientés selon les vents dominants, permettaient une circulation d'air naturel qui maintenait une atmosphère respirable même en cas d'occupation prolongée. Cette prouesse technique, réalisée sans formation d'ingénieur, mais avec l'intuition d'un homme qui comprenait les flux d'air en montagne, impressionnait les rares visiteurs autorisés à découvrir l'ouvrage. Dr Pierre Morel, médecin du canton et seul intellectuel du village à prendre au sérieux les théories de Marcel, fut le premier à comprendre la valeur de ce refuge. Lors d'une visite estivale, il découvrit avec stupéfaction un ouvrage qui rivalisait avec les meilleurs abris militaires de l'époque. « Marcel », s'exclama-t-il, « vous avez construit là quelque chose d'extraordinaire. Ces murs en pierre sèche, cette voûte en berceau, ce système de drainage, c'est de l'architecture vernaculaire de très haut niveau. » Cette reconnaissance professionnelle réconforta Marcel dans ses efforts, mais n'ébranla guère l'opinion générale du village. L'aménagement intérieur révélait une planification minutieuse qui prenait en compte tous les aspects de la survie en groupe. Marcel avait prévu des couchages étagés pouvant accueillir 40 personnes, un coin cuisine équipé d'un poêle à bois avec conduit d'évacuation dissimulé, une réserve d'eau alimentée par la source naturelle et même des espaces de stockage pour les provisions et les vêtements. Cette organisation rationnelle de l'espace témoignait d'une réflexion approfondie sur les besoins humains, en situation de survie prolongée. Les provisions accumulées par Marcel révélaient l'ampleur de ses préparatifs.
Il avait constitué des réserves considérables de conserves, de céréales, de légumes secs, de fromage à pâte dure, calculés pour nourrir 30 personnes pendant 3 mois. À cela s'ajoutaient des médicaments de base fournis discrètement par le docteur Morel, des bougies, du pétrole, des couvertures en laine, et même quelques livres pour occuper les longues soirées d'éventuelle réclusion. Cette accumulation représentait plusieurs années d'économie et témoignait de la conviction absolue de Marcel qu'une catastrophe se préparait. L'automne 1955 apporta les premiers signes qui donnèrent raison aux prédictions de Marcel. Les animaux sauvages manifestaient des comportements de plus en plus inhabituels, migration précoce des oiseaux, constitution de réserves alimentaires exceptionnelles chez les rongeurs, descente anormale des chamois vers les vallées. Ces signaux, que Marcel documentait méticuleusement dans son carnet, commençaient à inquiéter quelques habitants observateurs, mais la majorité du village maintenait son scepticisme face au radotage du vieux Marcel. L'hiver 1955-1956 fut effectivement rigoureux, mais sans atteindre les proportions catastrophiques redoutées par Marcel. Cette relative normalité renforça les moqueries de ses détracteurs. « Alors, Marcel », le taquinait le forgeron Bertrand, « il est tout votre hiver du siècle. Nous avons eu un peu de neige en février, c'est tout. Votre bunker aura au moins servi de cave à fromage. » Ces sarcasmes blessaient Marcel, mais il ne l'ébranlait pas dans sa conviction qu'un événement majeur se préparait encore. Le printemps 1956 marqua une accélération inquiétante des signaux d'alarme naturelle. Marcel observait des phénomènes qu'il n'avait jamais vus en 40 ans de vie rurale. Floraison anarchique des arbres fruitiers, migration de retour anormalement précoce de certains oiseaux, puis nouveau départ prématuré, comportement erratique du gibier qui semblait désorienté par des variations climatiques incompréhensibles. « La nature devient folle », notait-il avec angoisse. Quelque chose de terrible se prépare pour l'hiver prochain. Ces observations trouvèrent une confirmation inattendue dans les relevés météorologiques officiels que lui communiquait discrètement un employé de Météo France d'Aurillac, parent éloigné sensible à ces théories. Les données révélaient des anomalies troublantes. Variation de pression atmosphérique d'une amplitude inhabituelle, perturbation des courants d'altitude, températures océaniques anormales dans l'Atlantique Nord. Ces éléments scientifiques, incompréhensibles pour le grand public, mais parlant pour un observateur expérimenté comme Marcel, confirmaient ses intuitions les plus sombres. Fort de ces confirmations, Marcel intensifia ses préparatifs durant l'été 1956. Il perfectionna son système de chauffage en installant un poêle de masse capable de maintenir une température constante avec une consommation minimale de combustible, améliora l'étanchéité de son refuge et surtout constitua des réserves supplémentaires de nourriture et de combustible. Ces achats massifs de vivres et de bois de chauffage, effectués au plus fort de l'été, intriguèrent les commerçants locaux et alimentaient les rumeurs sur l'obsession de Marcel. L'attitude du village envers Marcel évoluait progressivement d'un amusement condescendant vers une inquiétude croissante. Sa détermination inébranlable, ses dépenses considérables et surtout l'ampleur de son ouvrage commençaient à impressionner même ses plus sévères détracteurs. « Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ignorons », murmurait-on parfois dans les conversations de bistrot. Un homme ne consacre pas 2 ans de sa vie et toutes ses économies à un projet, s'il n'a pas de bonnes raisons. Cette évolution de l'opinion publique préparait psychologiquement le village à l'éventualité que les prédictions de Marcel ne soient pas entièrement fantaisistes. L'automne 1956 confirma de manière spectaculaire les craintes de Marcel. Les signaux naturels atteignaient une intensité jamais observée. Départ massif et définitif des oiseaux migrateurs dès septembre, constitution de réserves alimentaires gigantesques par tous les animaux à fourrure, comportement de panique chez les animaux domestiques qui refusaient de sortir de leurs abris. Ces manifestations étaient si évidentes que même les plus sceptiques commençaient à s'interroger sur la normalité de la situation climatique. Gary, paragraphe 3. L'hiver commença avec une brutalité inouïe qui prit de court tous les services météorologiques français. Le 15 novembre 1956, une masse d'air sibérienne d'une puissance exceptionnelle déferla sur l'Europe occidentale
apportant des températures qui chutèrent de 15 degrés en quelques heures. À Salers, le thermomètre passa de +8 degrés à 18 degrés C en une nuit, phénomène climatique si brutal que les stations météo crurent d'abord à un dysfonctionnement de leurs instruments. Marcel, qui surveillait anxieusement ses baromètres artisanaux depuis des semaines, ne fut pas surpris. « Ça y est », annonça-t-il calmement à sa voisine Madame Dufour, « l'hiver du siècle arrive. Je l'attendais. » Les premières chutes de neige commencèrent le 18 novembre avec une intensité qui dépassait tous les records locaux. En 48 heures, plus d'1,50 m de neige s'accumula sur le Cantal, paralysant immédiatement toutes les communications. Les routes furent coupées, les lignes téléphoniques sectionnées par le poids de la neige, l'électricité interrompue par les chutes d'arbres. Sellers se retrouvait complètement isolé du monde extérieur, situation dramatique qui n'avait pas été prévue par les autorités locales, habituées à des hivers certes rigoureux, mais jamais de cette ampleur. Marcel observait cette catastrophe naturelle avec un mélange de satisfaction personnelle et d'inquiétude pour ses concitoyens. « Je vous l'avais bien dit », murmurait-il en contemplant le village enseveli depuis la fenêtre de sa ferme. Mais cette satisfaction du visionnaire incompris cédait rapidement place à l'angoisse. Il réalisait que cette tempête n'était que le début d'un phénomène d'une ampleur qu'il avait lui-même sous-estimée. Ses instruments artisanaux indiquaient une pression atmosphérique si basse qu'elle sortait des échelles de mesure habituelles. Le 20 novembre, la situation bascula dans le dramatique quand les réserves de combustible du village commencèrent à s'épuiser. La plupart des habitants, confiants dans les prévisions météorologiques officielles qui annonçaient un hiver normal, n'avaient pas constitué de stock suffisant pour affronter un froid aussi intense et prolongé. Les maisons, mal isolées selon les standards modernes, devenaient rapidement inhabitables quand les poêles s'éteignaient faute d'alimentation. Les premières familles commencèrent à se regrouper dans l'école communale, seul bâtiment public encore chauffé grâce aux réserves de la mairie. Madame Dufour, voisine septuagénaire de Marcel, fut la première à frapper à sa porte pour demander de l'aide. « Marcel » implora-t-elle en claquant des dents. « Ma maison est gelée. Mon poêle est éteint, je n'ai plus de bois. Pouvez-vous m'héberger » Cette demande marquait un tournant symbolique. Celle qui se moquait de ses obsessions, quelques semaines plus tôt, venait chercher refuge chez l'homme qu'elle traitait de fou. Marcel l'accueillit sans reproche, mais il comprenait que sa ferme ne pourrait pas abriter tout le village si la situation se dégradait encore. Le 22 novembre, la température atteignit 35 degrés. Record absolu pour la région qui dépassait de loin les normes historiques. Cette intensité de froid, combinée à des vents soutenus qui créaient un facteur de refroidissement mortel, rendait tout déplacement extérieur extrêmement dangereux. Le facteur, Lucien Marty, qui tentait encore de distribuer le courrier, fut retrouvé inconscient dans un fossé et ne dut son salut qu'à l'intervention rapide du docteur Morel. Cet incident dramatique fit prendre conscience à tous de la gravité exceptionnelle de la situation. L'école communale, transformée en refuge d'urgence, accueillait déjà 25 personnes entassées dans des conditions de plus en plus difficiles. Le chauffage central, dimensionné pour les besoins normaux du bâtiment, ne parvenait plus à maintenir une température supportable. Pire encore, les réserves de fuel s'amenuisaient rapidement et ne permettraient pas de tenir plus de quelques jours au rythme de consommation nécessaire. Le maire Chambard, dépassé par les événements, commençait à réaliser l'ampleur de son impréparation face à cette crise majeure. C'est dans ce contexte dramatique que le docteur Morel prit l'initiative de se rendre chez Marcel pour évaluer la capacité d'accueil de son mystérieux refuge. Le trajet jusqu'à la ferme, normalement de 10 minutes à pied, lui prit plus d'1 heure dans des conditions épouvantables, progressant dans la neige jusqu'aux cuisses par un froid qui brûlait littéralement la peau exposée. Arrivé chez Marcel, il découvrit un homme serein, confortablement installé dans sa cuisine chauffée, qui l'accueillit avec un sourire ironique. « Alors, docteur, vous venez voir le fou et son abri inutile ?» La visite du refuge souterrain révéla au docteur Morel l'extraordinaire prévoyance de Marcel. L'abri, parfaitement chauffé par le poêle de masse qui ronronnait doucement,
affichait une température stable de 18 degrés malgré les conditions polaires extérieures. Les provisions soigneusement stockées pourraient nourrir une trentaine de personnes pendant plusieurs mois. L'eau coulait normalement grâce aux canalisations protégées du gel. L'éclairage fonctionnait parfaitement. « Marcel, s'exclama le médecin, vous avez construit un véritable havre de paix. Cet endroit peut sauver des vies. » Cette reconnaissance officielle de la valeur du refuge marquait la fin de l'isolement de Marcel. « Docteur, » répondit-il simplement, « j'ai construit cet abri pour tout le village, pas pour moi seul. Si mes concitoyens veulent s'y installer, ils sont les bienvenus. Mais je pose une condition, qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés en me traitant de fou pendant 2 ans. » Cette exigence de reconnaissance publique révélait la blessure profonde causée par des années de moqueries et de mépris, mais aussi la noblesse d'un homme prêt à sauver ceux qui l'avaient humilié. Le retour du docteur Morel au village déclencha un conseil municipal d'urgence où fut prise la décision d'évacuer l'école communale vers le refuge de Marcel. Cette décision, unanime malgré son caractère humiliant pour les autorités locales, reconnaissait implicitement l'échec de la prévoyance officielle et la supériorité de l'intuition paysanne sur les prévisions scientifiques. Le maire Chambard eut la grandeur d'âme de déclarer publiquement « Mes concitoyens, nous nous sommes trompés sur Marcel Dubois. Cet homme a eu raison contre nous tous. Il est temps de le remercier et de accepter son aide. » Dera. Paragraphe 4. L'évacuation vers le refuge de Marcel s'organisa dans l'urgence le 23 novembre au matin, par un froid de 38 degrés qui transformait chaque respiration en nuage de vapeur et gelait instantanément toute surface humide. La procession de villageois emmitouflés dans leurs vêtements les plus chauds, portant leurs maigres possessions et progressant péniblement dans la neige profonde, offrait un spectacle poignant qui marqua durablement la mémoire collective de Salers. Marcel, accompagné du docteur Morel, guidait cette migration de détresse avec la gravité d'un chef de file conscient de sa responsabilité historique. L'accueil dans l'abri souterrain révéla immédiatement l'extraordinaire qualité de l'ouvrage construit par Marcel. Dès le franchissement du seuil, les réfugiés découvrirent un environnement d'une chaleur et d'un confort saisissants après l'enfer glacé de l'extérieur. La température stable, l'éclairage doux, l'absence d'humidité créaient une atmosphère de sécurité qui contrastait dramatiquement avec les conditions apocalyptiques régnant dehors. Madame Chambard, épouse du maire, ne put retenir ses larmes. « Marcel, pardonnez-nous, nous étions si aveugles. Vous nous avez sauvé la vie. » L'organisation de la vie communautaire dans l'abri révéla les qualités de leader naturel de Marcel, qualités que personne au village n'avait jamais soupçonnées. Il répartit méthodiquement l'espace disponible, assigna à chaque famille son coin de couchage, organisa les tours de cuisine et de nettoyage, établit un règlement strict mais juste pour la gestion des provisions et du combustible. Cette micro-société souterraine fonctionnait selon des règles claires qui prévenaient les conflits et maintenaient un moral acceptable dans des circonstances exceptionnelles. La première semaine de cohabitation forcée transforma radicalement les relations sociales du village. Marcel, jadis marginalisé et moqué, devenait naturellement le chef incontesté de cette communauté de survie. Ses décisions étaient écoutées avec respect, ses conseils suivis scrupuleusement, sa parole faisait autorité en toutes circonstances. Cette inversion complète de la hiérarchie sociale révélait comment les crises majeures peuvent bouleverser les équilibres établis et révéler les vraies valeurs de leadership. L'extérieur continuait à offrir un spectacle de désolation arctique qui justifiait amplement la décision d'évacuation. Les températures se maintenaient entre 35 degrés C et 42 degrés C, du jamais vu dans la région depuis le début des relevés météorologiques. La neige atteignait plus de 2 mètres de hauteur, ensevelissant complètement les rez-de-chaussée et rendant les maisons du village totalement inaccessibles. Les arbres éclataient sous l'effet du gel, produisant des détonations sourdes qui résonnèrent dans l'air cristallin comme des coups de canon. Les nouvelles du monde extérieur, captées grâce à un poste de radio à galène ingénieusement construit par Marcel, révélaient l'ampleur européenne de cette catastrophe climatique.
L'hiver de 1956-1957 touchait toute l'Europe occidentale avec une violence inouïe. Paris était paralysé sous la neige. Londres connaissait ses plus basses températures depuis 2 siècles. L'Allemagne comptait déjà des centaines de morts par le froid. Cette dimension internationale du phénomène validait rétrospectivement l'intuition de Marcel, qui avait pressenti une catastrophe d'ampleur continentale. La gestion des provisions révélait la prévoyance extraordinaire de Marcel, qui avait calculé avec une précision remarquable les besoins d'un groupe en survie prolongée. Ces réserves alimentaires, constituées de denrées non périssables, riches en calories et en vitamines, permettaient de nourrir convenablement 37 personnes avec des menus variés et équilibrés. Cette science de l'approvisionnement, acquise par l'observation et l'expérience, surpassait largement les calculs théoriques des nutritionnistes professionnels. Le moral du groupe, maintenu par l'autorité bienveillante de Marcel et l'organisation rationnelle de la vie quotidienne, résistait remarquablement aux contraintes de la promiscuité et de l'enfermement. Les soirées étaient occupées par des veillées où chacun racontait ses souvenirs, ses histoires de famille, ses expériences de vie. Ces moments de partage créaient une intimité communautaire inédite qui rapprochait des gens qui se côtoyaient depuis des années sans vraiment se connaître. Le docteur Morel, observateur privilégié de cette expérience sociale unique, notait dans un carnet personnel les transformations psychologiques qu'il observait chez les réfugiés. Cet abri ne protège pas seulement du froid, écrivait-il, il révèle la nature profonde des gens. Marcel, que nous prenions pour un original asocial, se révèle un leader né doté d'un sens communautaire exceptionnel. Cette crise nous enseigne à regarder au-delà des apparences et des préjugés sociaux. L'hygiène et la santé du groupe étaient maintenues grâce aux aménagements ingénieux prévus par Marcel. Système de latrines avec évacuation extérieure, réserve d'eau propre alimentée par la source naturelle, pharmacie de fortune constituée avec l'aide du docteur Morel. Ces détails pratiques, fruits d'une réflexion approfondie sur les besoins humains essentiels, témoignaient d'une intelligence pratique remarquable qui forçait l'admiration de tous les réfugiés. L'attente se prolongeait sans perspective d'amélioration météorologique. Les bulletins radio annonçaient que cet hiver exceptionnel pourrait durer jusqu'en mars, perspective terrifiante qui aurait découragé n'importe quel groupe moins bien préparé. Mais dans l'abri de Marcel, cette nouvelle était accueillie avec une sérénité remarquable. Les provisions suffiraient largement. Le système de chauffage fonctionnait parfaitement et l'organisation communautaire avait trouvé son rythme de croisière. « Nous pouvons tenir 6 mois s'il le faut », déclarait calmement Marcel. « J'ai tout prévu. » Paragraphe 5. Décembre 1956 apporta une intensification dramatique du froid qui atteignit des niveaux polaires jamais enregistrés en France métropolitaine. Le thermomètre descendit jusqu'à 47 degrés Becquerel dans la nuit du 15 décembre, température si extrême qu'elle provoquait la cristallisation de l'humidité atmosphérique et créait des phénomènes optiques extraordinaires. Halos lumineux, parélies, mirages de glace qui transformèrent le paysage en décor de science-fiction. Ces manifestations climatiques exceptionnelles confirmaient que l'Europe vivait un événement météorologique historique qui dépassait toutes les prévisions scientifiques. L'abri souterrain de Marcel révélait dans ces conditions extrêmes toute la perfection de sa conception. Tandis que l'extérieur offrait un spectacle de désolation arctique mortelle pour tout être vivant, l'intérieur maintenait une température constante de 18 degrés OE grâce au système de chauffage de masse et à l'isolation naturelle du sol. Cette stabilité thermique, fruit de calculs empiriques d'une justesse remarquable, créait un microclimat tropical au cœur de l'enfer glacé, véritable miracle de l'ingénierie vernaculaire. La radio apportait quotidiennement des nouvelles alarmantes du monde extérieur qui soulignaient la chance extraordinaire des réfugiés de Salaire. Paris comptait déjà plus de 200 morts par le froid, l'armée était mobilisée pour porter secours aux populations isolées, les hôpitaux débordaient de victimes d'hypothermie et de gelure. Cette hécatombe nationale, causée par l'impréparation générale face à un phénomène climatique imprévu, validait dramatiquement la prévoyance de Marcel qui avait anticipé l'impossible.
Au sein de l'abri, une micro-civilisation s'organisait avec ses règles, ses hiérarchies, ses traditions naissantes. Marcel présidait naturellement cette communauté de survie, mais il avait délégué certaines responsabilités. Madame Dufour dirigeait la cuisine collective, le forgeron Bertrand s'occupait de l'entretien du matériel, l'institutrice Mademoiselle Rousseau organisait des cours pour les enfants. Cette répartition des tâches selon les compétences de chacun créait un équilibre social harmonieux qui prévenait les tensions et maintenait un moral remarquable. Les soirées dans l'abri étaient devenues des moments privilégiés de culture populaire où se transmettaient oralement les traditions du Cantal. Les anciens racontaient les légendes locales, les histoires de famille, les souvenirs des hivers difficiles du passé, créant un patrimoine narratif qui souderait à vie cette communauté d'exception. Marcel lui-même, habituellement taciturne, se révélait un conteur exceptionnel qui captivait son auditoire, avec des récits de sa jeunesse et des observations de la nature d'une poésie saisissante. L'organisation de Noël 1956 dans l'abri marqua l'apogée de cette solidarité communautaire née de l'adversité. Marcel avait prévu dans ses provisions des denrées festives, conserves de luxe, bouteilles de vin du pays, chocolat, fruits confits, qui permirent de célébrer dignement cette fête traditionnelle. La veillée de Noël, éclairée aux bougies dans la douce chaleur de l'abri pendant que dehors régnait un froid de mort, resterait gravée dans toutes les mémoires comme un moment de grâce communautaire exceptionnel. L'état sanitaire du groupe demeurait excellent, grâce aux précautions médicales prises par le docteur Morel et aux aménagements hygiéniques prévus par Marcel. Aucune épidémie ne se déclarait malgré la promiscuité. L'air restait sain grâce au système de ventilation naturelle, l'eau coulait pure et abondante. Cette performance sanitaire, remarquable dans des conditions de confinement prolongées, témoignait de la qualité exceptionnelle de l'installation et de la sagesse des dispositions prises. Janvier 1957 apporta une légère amélioration météorologique avec des températures qui remontèrent vers 25 degrés C, permettant pour la première fois depuis 2 mois des sorties de reconnaissance vers le village. Ces expéditions révélèrent un spectacle de désolation totale. Maisons éventrées par le gel, canalisations éclatées, toitures effondrées sous le poids de la neige. Salers ressemblait à une ville fantôme, ensevelie dans un linceul blanc. Vision apocalyptique qui faisait mesurer l'ampleur du désastre évité grâce à l'abri de Marcel. Les nouvelles nationales confirmaient que cet hiver était effectivement le plus rigoureux du siècle, avec un bilan humain et matériel catastrophique. Plus de 500 morts par le froid étaient officiellement recensés en France, des milliers d'habitations détruites, l'économie paralysée pendant des mois. Cette catastrophe nationale donnait une dimension historique à l'aventure des réfugiés de Salers, transformant Marcel en héros national dont l'exemple était cité dans toute la presse française. La reconnaissance médiatique arriva avec les premiers journalistes qui purent atteindre Salers en février 1957. Ces envoyés spéciaux découvrirent avec stupéfaction cette communauté de 37 survivants en parfaite santé, menée par un paysan visionnaire qui avait anticipé l'imprévisible. Un miracle de prévoyance dans l'enfer blanc, titrait le Figaro. Le prophète du Cantal, qui a défié l'hiver du siècle, proclamait François. Cette célébrité soudaine embarrassait Marcel qui n'avait jamais recherché la gloire, mais simplement voulu protéger sa communauté. L'expérience de l'abri transformait définitivement les relations sociales à Salers. Marcel, ancien marginal moqué et méprisé, devenait définitivement le personnage le plus respecté et le plus influent du village. Mais plus important encore, cette épreuve collective avait créé entre les survivants des liens de solidarité indéfectibles qui marqueraient à vie cette génération. Nous ne sommes plus seulement des voisins, déclarait le maire Chambard. Nous sommes une famille forgée par l'épreuve commune. Paragraphe 6. Février 1957 marqua le début d'un lent dégel qui permit enfin aux autorités extérieures d'atteindre Salers et de mesurer l'ampleur du miracle accompli par Marcel et ses réfugiés. Les équipes de secours qui arrivèrent et les premières, s'attendant à découvrir une population décimée par 3 mois d'hiver polaire, furent stupéfaites de trouver 37 personnes en parfaite santé, bien nourries et remarquablement organisées dans un abri souterrain d'une sophistication étonnante.
Le colonel Dumont, chef des opérations de secours, déclara officiellement « C'est le plus bel exemple de prévoyance civile que j'ai jamais observé dans ma carrière. » L'inspection technique de l'abri par les ingénieurs des ponts et chaussées révéla des prouesses architecturales qui dépassaient leurs espérances. La structure était parfaitement stable, l'isolation thermique remarquable, les systèmes de ventilation et d'évacuation fonctionnaient avec une efficacité optimale. « Monsieur Dubois !» s'exclama l'ingénieur-chef Bertrand. « Vous avez réalisé là un ouvrage qui honorerait n'importe quel bureau d'études spécialisé. Où avez-vous appris ces techniques ?» Marcel répondit simplement « Dans les livres de mon grand-père et en observant les tanières des animaux. La nature enseigne tout à qui sait regarder. » La reconnaissance officielle ne se fit pas attendre. Le préfet du Cantal, accompagné d'une délégation ministérielle, vint personnellement remettre à Marcel la médaille de la reconnaissance française pour acte de courage civique exceptionnel et dévouement à la communauté. Cette cérémonie, qui se déroula dans la salle d'école de Salaire, enfin déblayée, consacrait officiellement la transformation du marginal moqué en héros national reconnu par les plus hautes autorités de l'État. L'impact médiatique de cette histoire dépassa largement les frontières françaises. Les correspondants de presse internationaux affluèrent à Salaire pour documenter ce qu'ils appelaient le miracle de prévoyance du paysan français. Time Magazine titrait « The French Farmer Who Saw Tomorrow », le fermier français qui a vu demain. La BBC produisit un documentaire intitulé « The Man Who Built Tomorrow », l'homme qui a construit demain. Cette célébrité mondiale embarrassait Marcel qui répétait inlassablement « Je n'ai fait que mon devoir ». N'importe qui aurait pu observer les signes et agir de même. Cette modestie exemplaire ne faisait qu'accroître l'admiration générale pour cet homme simple qui avait accompli l'extraordinaire sans jamais perdre son humilité paysanne. Les témoignages de ses anciens détracteurs, qui reconnaissaient publiquement leurs erreurs de jugement, révélaient l'ampleur de la transformation sociale opérée par cette épreuve collective. Marcel nous a sauvé la vie, déclarait le maire Chambard, mais plus encore, il nous a appris l'humilité face aux leçons de la nature. L'analyse scientifique de cette prévision météorologique exceptionnelle intéressa vivement les climatologues français et internationaux. Le professeur Metterel de l'Observatoire de Paris étudia minutieusement les observations de Marcel et conclut « Monsieur Dubois avait identifié des signaux précurseurs que nos instruments sophistiqués n'avaient pas détectés. Sa méthode d'observation directe de la nature compléterait utilement nos techniques modernes de prévision. » Cette validation scientifique de l'intuition paysanne révolutionnait les approches de la météorologie prévisionnelle. Le gouvernement français décida de tirer les leçons de cette expérience exceptionnelle en créant un comité national de prévention des catastrophes climatiques où Marcel fut nommé conseiller technique. Cette reconnaissance institutionnelle consacrait l'entrée de la science vernaculaire dans les cercles officiels de la prévention des risques naturels. Marcel accepta cette responsabilité avec la conscience du devoir accompli. Si mon expérience peut éviter d'autres tragédies, alors tout cela aura eu un sens. L'abri lui-même devint rapidement un lieu de pèlerinage pour les spécialistes de la protection civile du monde entier. Des délégations japonaises, suisses, canadiennes vinrent étudier cette réalisation remarquable pour adapter ces enseignements à leurs propres problématiques de survie en conditions extrêmes. Marcel accueillait ses visiteurs avec la même simplicité qu'il réservait à ses voisins, partageant généreusement ses connaissances et ses techniques. La transformation personnelle de Marcel était elle aussi remarquable. L'ancien solitaire taciturne était devenu un communicant passionné qui partageait volontiers son savoir avec quiconque s'y intéressait. Il donnait des conférences dans les écoles d'agriculture, formait des équipes de la protection civile, conseillait des communes rurales sur l'organisation de la prévention des risques naturels. Cette générosité intellectuelle révélait une personnalité riche que l'isolement social avait longtemps masquée. L'économie locale bénéficia considérablement de cette célébrité inattendue. Salers devint une destination touristique prisée, où les visiteurs venaient découvrir le village du miracle et rencontrer le héros local. Marcel transforma son abri en musée de la prévoyance rurale où il accueillait les groupes scolaires et les touristes, reversant tous les bénéfices de ses visites à l'amélioration des équipements communaux du village. La reconnaissance tardive de ses concitoyens touchait Marcel plus que tous les honneurs officiels. Pendant 2 ans, j'ai creusé seul en supportant vos moqueries.
rappelait-il sans amertume lors de l'Assemblée générale annuelle de la commune. Mais quand le danger est venu, nous étions ensemble dans l'épreuve. C'est cela, la vraie solidarité. Dépasser les préjugés quand l'essentiel est en jeu. Ces paroles simples résumaient parfaitement la leçon humaine de cette extraordinaire aventure de survie collective. L'hiver 1956-1957 était définitivement entré dans l'histoire comme l'hiver du siècle. Mais à Salaire, il resterait surtout dans les mémoires comme l'hiver de Marcel, celui qui prouva qu'un homme seul, armé de son intelligence et de sa détermination, peut défier l'impossible et sauver sa communauté quand tous les systèmes officiels échouent face à l'imprévu. Paragraphe 7. Le printemps 1957 révéla l'ampleur des dégâts causés par cet hiver exceptionnel et confirma rétrospectivement la sagesse de la prévoyance de Marcel. Quand la fonte des neiges commença enfin en mars, Salers découvrit un paysage de désolation. La moitié des maisons du village avaient subi des dommages structurels graves, les canalisations étaient détruites sur tout le réseau, l'église avait perdu sa toiture sous le poids de la neige. Sans l'abri de Marcel, cette catastrophe matérielle se serait doublée d'une hécatombe humaine dont le village ne se serait jamais remis. La reconstruction de Salers devint un chantier d'envergure nationale, où Marcel joua naturellement le rôle de conseiller technique principal. Ses propositions d'amélioration des bâtiments publics, inspirées par son expérience de l'isolation thermique et de la résistance aux charges de neige, furent adoptées par l'architecte départemental. Monsieur Dubois, reconnaissait ce dernier, vos solutions pratiques valent tous nos calculs théoriques. Vous pensez comme la nature, c'est la meilleure école d'architecture. L'impact de cette expérience sur les politiques publiques françaises de prévention des risques naturels fut considérable et durable. Le ministère de l'Intérieur créa un nouveau service de veille climatologique participative qui associait observateurs professionnels et sentinelles rurales formés aux techniques d'observation développées par Marcel. Cette révolution méthodologique reconnaissait officiellement la valeur de l'expertise empirique face aux limites de la science purement technique. Marcel lui-même devint formateur national pour ce nouveau service, parcourant la France rurale pour enseigner ses méthodes d'observation aux maires, aux agriculteurs, aux forestiers. Ces stages, toujours organisés sur le terrain, combinaient théorie scientifique et pratique ancestrale dans une synthèse originale qui enthousiasmait ses auditeurs. La nature parle à qui sait l'écouter, répétait-il inlassablement. Il suffit d'observer, de noter, de comparer d'une année sur l'autre. L'abri souterrain, devenu monument historique local, continuait à servir de centre de formation pour les spécialistes de la protection civile. Des stages internationaux s'y déroulaient régulièrement, attirant des experts du monde entier qui venaient étudier cette réalisation remarquable. Marcel accueillait ses visiteurs avec la même simplicité qu'il réservait à ses voisins, transformant chaque visite en leçon pratique de survie et de prévoyance. La reconnaissance scientifique internationale ne cessait de grandir. L'université de Harvard invita Marcel à donner une série de conférences sur l'observation empirique des cycles climatiques, honneur exceptionnel pour un autodidacte rural. Sa présentation, traduite simultanément, fut accueillie par une standing ovation de la communauté scientifique américaine. « Professeur Dubois, déclara le doyen de la faculté, vous nous enseignez que la science ne se trouve pas seulement dans les laboratoires, mais aussi dans la sagesse populaire. » Cette célébrité mondiale n'avait pas changé le caractère profond de Marcel, qui continuait à vivre simplement dans sa ferme restaurée, entouré de ses animaux et de ses observations météorologiques quotidiennes. Sa seule concession au confort moderne fut l'installation d'une ligne téléphonique qui lui permettait de communiquer ses prévisions aux autorités compétentes. « Le luxe ne m'intéresse pas », expliquait-il aux journalistes, « mais être utile à ma communauté, cela donne un sens à ma vie. » L'influence de Marcel sur la nouvelle génération d'habitants de Salaire était considérable. Les jeunes du village, autrefois tentés par l'exode rural, redécouvrirent la valeur des savoirs traditionnels et la noblesse du métier d'agriculteur. Plusieurs d'entre eux choisirent de rester au pays pour apprendre auprès de celui qui était devenu leur modèle de réussite et de reconnaissance sociale.
Cette inversion de la tendance démographique sauvait le village du déclin qui menaçait toutes les communes rurales françaises. L'économie locale bénéficiait durablement de cette notoriété inattendue. L'auberge du village ne désemplissait plus, accueillant un tourisme culturel de qualité attiré par l'histoire du miracle de Salers. Les produits locaux, fromages, charcuteries, objets artisanaux, trouvaient de nouveaux débouchés grâce à cette publicité naturelle. Marcel veillait personnellement à ce que cette prospérité nouvelle profite équitablement à tous les habitants et ne dénature pas l'authenticité du village. Les leçons de cette expérience exceptionnelle dépassaient largement le cadre local pour questionner les modèles de développement de la société française moderne. La supériorité de la prévoyance individuelle sur l'assistance institutionnelle, la valeur de l'observation empirique face aux prévisions techniques, l'importance de la solidarité communautaire dans les situations de crise étaient autant d'enseignements qui nourrissaient la réflexion politique et sociale de l'époque. Marcel recevait régulièrement la visite d'hommes politiques de tous bords qui venaient puiser dans son exemple des arguments pour leur conception de la société idéale. Mais lui-même se gardait bien de toute récupération politique. « Je ne fais pas de politique », déclarait-il fermement. « Je fais du bon sens. Et le bon sens n'appartient à aucun parti. » Cette sagesse pratique forçait le respect de tous ses interlocuteurs et préservait son image d'homme intègre au-dessus des querelles partisanes. L'héritage de Marcel s'inscrivait désormais dans l'histoire locale et nationale, comme un exemple durable de courage civique et de clairvoyance individuelle. Son nom était donné à la nouvelle école communale. Une plaque commémorative rappelait son exploit sur la façade de la mairie. Et surtout, son abri souterrain était entretenu en permanence, prêt à servir de nouveau si l'histoire se répétait. Car Marcel, malgré sa célébrité, continuait inlassablement ses observations, convaincu que la nature prépare toujours de nouvelles surprises pour les hommes qui oublient ses leçons. Paragraphe 8. L'été 1957 apporta une nouvelle épreuve qui confirma définitivement le génie météorologique de Marcel. Alors que toute la France se remettait encore de l'hiver du siècle et qu'aucun spécialiste n'envisageait de nouveaux risques climatiques majeurs, Marcel observait avec inquiétude des signaux qui lui rappelaient ceux de l'été 1954. Les insectes se comportent étrangement, notait-il dans son carnet d'observation. Les abeilles font des réserves comme si l'hiver allait durer 10 mois, et les cigales se testent trop tôt dans la saison. Ces indices, imperceptibles pour le commun des mortels, alertèrent son instinct affiné par des décennies d'observation. Cette fois, Marcel ne fut pas seul à remarquer les anomalies. Son réseau de sentinelles rurales, formé dans le cadre du nouveau service de veille climatologique, lui transmettait des observations convergentes de toute la France rurale. Un berger des Pyrénées signalait le comportement anormal de ses moutons, un forestier vosgien s'inquiétait de la chute prématurée des feuilles, un pêcheur breton observait des migrations inhabituelles de poissons. Cette convergence d'indices disparates dessinait le portrait d'une nouvelle perturbation climatique majeure. Marcel alerta immédiatement les autorités compétentes, mais cette fois sa parole était écoutée avec respect et attention. Le nouveau directeur de Météo France, qui avait étudié l'expérience de 1956, prit ses avertissements au sérieux et ordonna une surveillance renforcée des paramètres atmosphériques. « Si M. Dubois s'inquiète, déclara-t-il à ses équipes, nous devons prendre ces observations très au sérieux. Son intuition vaut toutes nos machines. » Les prévisions de Marcel se précisèrent progressivement. Il anticipait non pas un nouvel hiver polaire, mais une canicule exceptionnelle pour l'été 1958, accompagnée d'une sécheresse qui pourrait durer jusqu'en automne. Ces prédictions, annoncées 10 mois à l'avance, paraissaient invraisemblables aux scientifiques habitués aux prévisions à court terme. Mais la crédibilité acquise par Marcel lui permettait d'être entendu malgré le caractère révolutionnaire de ses méthodes prévisionnelles. La préparation de cette nouvelle épreuve mobilisa toute la communauté de Salers sous la direction de Marcel. Cette fois, les villageois ne moquaient plus leur prophète local, mais l'écoutaient religieusement quand il expliquait les mesures à prendre: constitution de réserves d'eau, protection des cultures contre la sécheresse, aménagement d'espaces ombragés pour les animaux. Cette transformation de l'attitude collective révélait comment l'expérience de 1956 avait définitivement converti les sceptiques. L'été 1958 confirma spectaculairement les prévisions de Marcel.
La France connut effectivement la canicule la plus intense du siècle avec des températures qui dépassèrent 45 degrés dans certaines régions et une sécheresse qui dura 5 mois consécutifs. L'été 1957 apporta une nouvelle épreuve qui confirma définitivement le génie météorologique de Marcel. Alors que toute la France se remettait encore de l'hiver du siècle et qu'aucun spécialiste n'envisageait de nouveaux risques climatiques majeurs, Marcel observait avec inquiétude des signaux qui lui rappelaient ceux de l'été 1954. Les insectes se comportent étrangement, notait-il dans son carnet d'observation. Les abeilles font des réserves comme si l'hiver allait durer 10 mois, et les cigales se taisent trop tôt dans la saison. Ces indices, imperceptibles pour le commun des mortels, alertaient son instinct affiné par des décennies d'observation. Cette fois, Marcel ne fut pas seul à remarquer les anomalies. Son réseau de sentinelles rurales, formé dans le cadre du nouveau service de veille climatologique, lui transmettait des observations convergentes de toute la France rurale. Un berger des Pyrénées signalait le comportement anormal de ses moutons, un forestier vosgien s'inquiétait de la chute prématurée des feuilles, un pêcheur breton observait des migrations inhabituelles de poissons. Cette convergence d'indices disparates dessinait le portrait d'une nouvelle perturbation climatique majeure. Marcel alerta immédiatement les autorités compétentes, mais cette fois, sa parole était écoutée avec respect et attention. Le nouveau directeur de Météo France, qui avait étudié l'expérience de 1956, prit ses avertissements au sérieux et ordonna une surveillance renforcée des paramètres atmosphériques. « Si M. Dubois s'inquiète, déclara-t-il à ses équipes, nous devons prendre ces observations très au sérieux. Son intuition vaut toutes nos machines. » Les prévisions de Marcel se précisèrent progressivement. Il anticipait non pas un nouvel hiver polaire, mais une canicule exceptionnelle pour l'été 1958, accompagnée d'une sécheresse qui pourrait durer jusqu'en automne. Ces prédictions, annoncées 10 mois à l'avance, paraissaient invraisemblables aux scientifiques habitués aux prévisions à court terme. Mais la crédibilité acquise par Marcel lui permettait d'être entendu malgré le caractère révolutionnaire de ses méthodes prévisionnelles. La préparation de cette nouvelle épreuve mobilisa toute la communauté de Salers sous la direction de Marcel. Cette fois, les villageois ne moquaient plus leur prophète local, mais l'écoutaient religieusement quand il expliquait les mesures à prendre. Constitution de réserves d'eau, protection des cultures contre la sécheresse, aménagement d'espaces ombragés pour les animaux. Cette transformation de l'attitude collective révélait comment l'expérience de 1956 avait définitivement converti les sceptiques. L'été 1958 confirma spectaculairement les prévisions de Marcel. La France connut effectivement la canicule la plus intense du siècle, avec des températures qui dépassèrent 45 degrés dans certaines régions et une sécheresse qui dura 5 mois consécutifs. Cette nouvelle catastrophe climatique, anticipée grâce aux observations de Marcel, fut cette fois gérée avec succès par des populations préparées qui avaient appris les leçons de l'hiver précédent. À Salers, les mesures préventives mises en place sur les conseils de Marcel permirent de traverser cette canicule historique sans dommages majeurs. Les réserves d'eau constituées à temps évitèrent les pénuries. Les cultures protégées survécurent à la sécheresse. Les animaux disposaient d'abris adaptés. Cette réussite collective, fruit de la prévoyance partagée, contrastait dramatiquement avec les difficultés rencontrées par les régions qui n'avaient pas bénéficié des conseils du météorologue amateur. L'impact de cette seconde prédiction réussie dépassa largement le cadre local pour révolutionner l'approche française de la prévention des risques climatiques. Marcel était désormais consulté officiellement par Météo France pour toutes les prévisions saisonnières. Ses méthodes d'observation étaient enseignées dans les écoles d'agriculture et son exemple inspirait la création de réseaux d'observateurs ruraux dans toute l'Europe. Cette reconnaissance institutionnelle s'accompagnait d'honneurs qui dépassaient tout ce que Marcel avait pu imaginer. Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en personne qui déclara « Monsieur Dubois incarne le génie français dans ce qu'il a de plus authentique, l'observation patiente, l'intelligence pratique et le dévouement à la communauté. » Cette consécration suprême marquait l'entrée définitive du savoir populaire dans la reconnaissance officielle de la République.
les universités européennes se disputaient les interventions de Marcel, qui était devenu une figure légendaire de la météorologie empirique. Ces conférences, toujours émaillées d'anecdotes rurales et de bon sens paysan, révolutionnaient l'enseignement de la climatologie en réconciliant sciences modernes et sagesse traditionnelle. Les animaux et les plantes sont nos meilleurs météorologues, répétait-il invariablement. Il suffit de les observer avec attention et humilité. L'abri souterrain continuait à servir de centre de formation internationale, mais Marcel y avait ajouté un observatoire météorologique populaire où il enseignait ses techniques d'observation aux visiteurs du monde entier. Ce lieu unique combinait équipements scientifiques modernes et instruments artisanaux dans une synthèse originale qui fascinait les spécialistes de la prévision climatique. La transformation de Marcel lui-même était remarquable. L'ancien solitaire était devenu un communicant passionné qui partageait généreusement son savoir avec tous ceux qui s'y intéressaient. Sa correspondance internationale comptait des milliers de lettres avec des observateurs du monde entier qui lui transmettaient leurs observations et sollicitaient ses conseils. Cette fraternité mondiale des guetteurs du ciel constituait un réseau informel, d'une richesse extraordinaire. Paragraphe 9. L'automne 1958 marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Marcel quand l'Organisation météorologique mondiale l'invita à participer à son congrès annuel à Genève en qualité de consultant spécialisé en observation empirique des cycles climatiques. Cette invitation officielle d'une institution scientifique prestigieuse consacrait définitivement la révolution méthodologique initiée par ce paysan du Cantal qui avait prouvé la supériorité de l'observation directe sur les prévisions purement techniques. La présentation de Marcel devant l'Assemblée des météorologues mondiaux fut un événement historique qui révolutionna la discipline. Parlant sans notes, avec la simplicité qui le caractérisait, il expliqua ses méthodes d'observation des comportements animaux, de lecture des signes végétaux, d'interprétation des phénomènes atmosphériques mineurs qui échappent aux instruments mais révèlent les tendances profondes du climat. « La nature ne ment jamais », déclara-t-il en conclusion. Elle prévient toujours ceux qui savent l'écouter. L'impact de cette intervention fut considérable sur la communauté scientifique internationale. Le professeur Williams de l'Université de Cambridge résuma l'opinion générale. Monsieur Dubois nous démontre que la science moderne, malgré sa sophistication technique, a négligé des sources d'informations essentielles. Son approche empirique complète parfaitement nos méthodes quantitatives. Cette reconnaissance académique légitimait définitivement l'intégration du savoir populaire dans la science officielle. Le gouvernement français décida de créer en l'honneur de Marcel un Institut national d'observation climatologique empirique, basé à Salaire et dirigé par le héros local lui-même. Cette institution révolutionnaire avait pour mission de former des observateurs ruraux, de centraliser les observations empiriques nationales et de développer une nouvelle méthodologie prévisionnelle combinant tradition et modernité. Marcel accepta cette responsabilité avec la conscience du devoir accompli. Si mon expérience peut servir à toute la France, alors ma vie aura eu un sens. L'installation de cet institut transforma Salers en centre scientifique d'envergure internationale. Des chercheurs du monde entier venaient y étudier les méthodes de Marcel. Des étudiants y effectuaient leur thèse sur la climatologie empirique. Des délégations officielles y apprenaient les techniques d'observation populaire. Cette effervescence intellectuelle redonnait vie à un village rural qui était devenu malgré lui un laboratoire de la science moderne. Marcel formait personnellement les nouveaux observateurs avec la patience d'un instituteur et la passion d'un missionnaire. Ses cours, dispensés sur le terrain par tous les temps, combinaient théorie scientifique et pratique ancestrale dans une pédagogie originale qui enthousiasmait ses élèves. « Regardez ce nuage », expliquait-il. « Sa couleur vous dit la température qu'il fait à 3000 mètres d'altitude. Cette corneille qui vole en cercle vous annonce un changement de vent dans 6 heures. Tout est écrit dans le ciel pour qui sait lire. » L'influence de Marcel dépassait désormais le cadre purement météorologique pour inspirer une nouvelle philosophie de la relation entre l'homme et la nature. Ses écrits, rassemblés en plusieurs ouvrages traduits en 15 langues, prônaient le retour à l'observation directe du monde naturel comme source de sagesse et de prévision. Les anciens avaient raison, écrivait-il. La nature parle à ceux qui savent l'écouter. Nos machines nous font oublier cette vérité fondamentale.
Cette philosophie écologique, avant la lettre, trouvait un écho croissant dans une société qui commençait à s'interroger sur les limites du progrès technique. Marcel recevait la visite de philosophes, d'écrivains, d'artistes qui venaient puiser dans son exemple l'inspiration d'un nouveau rapport au monde naturel. Sa ferme était devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui cherchaient une alternative à la modernité déshumanisante. Les autorités locales avaient transformé Salers en village pilote de l'observation climatologique, où chaque habitant était formé aux techniques de Marcel. Cette expérience sociale unique créait une communauté d'observateurs qui surveillait en permanence l'évolution du climat local et transmettait ces données à l'Institut national. Ce laboratoire social grandeur nature fascinait les sociologues qui y étudiaient les conditions de transmission du savoir populaire. L'économie du village bénéficiait considérablement de cette notoriété scientifique. Le tourisme culturel de haut niveau se développait autour de la figure de Marcel, attirant des visiteurs du monde entier qui venaient découvrir les méthodes du prophète du Cantal. Les produits locaux trouvaient de nouveaux débouchés grâce à cette publicité naturelle, et plusieurs entreprises spécialisées dans les instruments météorologiques artisanaux s'installèrent dans la région. Marcel veillait personnellement à ce que cette prospérité nouvelle ne dénature pas l'authenticité de son village natal. Il refusait catégoriquement toute commercialisation excessive de son image et reversait tous ses droits d'auteur à des œuvres de solidarité rurale. « Je n'ai jamais cherché la richesse, expliquait-il, mais seulement à être utile à ma communauté. L'argent ne doit jamais dénaturer ce qui a été fait par amour du bien commun. » La reconnaissance de ses pairs agriculteurs touchait Marcel plus que tous les honneurs officiels. Les paysans de toute la France vinrent le consulter, solliciter ses conseils, apprendre ses méthodes. Cette fraternité rurale, fondée sur le partage d'un savoir commun et d'une passion partagée pour l'observation de la nature, constituait la plus belle récompense de son action. Mes vrais professeurs, disait-il souvent, ce sont les paysans de France qui m'ont transmis leur sagesse séculaire. Ahmet, paragraphe 10. L'hiver 1959 apporta la dernière grande épreuve qui consacra définitivement Marcel comme le plus grand météorologiste empirique de son époque. Dès l'automne, ses observations révélaient les signes d'un phénomène climatique inédit. Non pas un hiver polaire comme en 1956, ni une canicule comme en 1958, mais une succession de tempêtes d'une violence exceptionnelle qui frapperait l'Europe occidentale tout au long de la saison froide. Les oiseaux migrateurs partent dans tous les sens, notait-il avec inquiétude, comme s'ils ne savaient plus quelle route prendre. Le vent va devenir fou cet hiver. Cette nouvelle prédiction, la plus complexe qu'il ait jamais formulée, mobilisa immédiatement les autorités françaises et européennes qui avaient appris à respecter l'intuition de Marcel. Météo France coordonna avec ses homologues étrangers un plan de surveillance renforcé des phénomènes tempétueux, tandis que les services de protection civile préparaient des dispositifs d'alerte et de secours d'ampleur inégalée. Cette mobilisation préventive à l'échelle continentale marquait l'entrée de l'Europe dans l'ère de la météorologie anticipatrice. L'hiver 1959-1960 confirma spectaculairement les prévisions de Marcel avec une série de 12 tempêtes majeures qui balayèrent successivement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, causant des dégâts matériels considérables, mais relativement peu de victimes, grâce aux mesures préventives prises sur ses conseils. Cette gestion exemplaire d'une catastrophe naturelle d'ampleur européenne démontrait l'efficacité des nouvelles méthodes de prévision développées autour de son expertise. La reconnaissance internationale de Marcel atteignit son apogée quand l'UNESCO décida de créer en son honneur une chaire de météorologie empirique destinée à préserver et transmettre les savoirs traditionnels d'observation climatique du monde entier. Cette consécration suprême transformait le paysan du Cantal en patrimoine mondial de l'humanité, gardien d'un savoir ancestral menacé de disparition par la modernisation technologique. L'Institut national dirigé par Marcel était devenu le centre mondial de référence en matière d'observation climatologique empirique. Des chercheurs de tous les continents venaient y étudier les corrélations entre comportements animaux et évolution météorologique
développant une nouvelle science qui combinait éthologie et climatologie. Ces travaux révolutionnaires ouvraient des perspectives inédites pour la compréhension des mécanismes climatiques profonds. Marcel lui-même, désormais sexagénaire, continuait inlassablement ses observations quotidiennes avec la passion intacte de ses débuts. Chaque matin, il parcourait les sentiers familiers de sa montagne, notant dans son carnet éternel les 1000 détails qui lui révélaient les secrets du temps à venir. Cette fidélité absolue à sa vocation première forçait l'admiration de tous ceux qui le côtoyaient et témoignait d'une authenticité rare dans un monde de plus en plus artificiel. Les écrits de Marcel, rassemblés en une encyclopédie de la météorologie populaire, constituaient désormais la référence mondiale en matière d'observation empirique du climat. Traduits en 43 langues, enseignés dans les universités du monde entier, ces ouvrages transmettaient un savoir millénaire adapté aux défis contemporains du réchauffement climatique naissant. L'avenir de la météorologie, écrivait-il en conclusion de son œuvre maîtresse, passe par la réconciliation entre tradition et modernité. L'héritage de Marcel dépassait largement le cadre scientifique pour inspirer une nouvelle philosophie de la relation entre l'homme et son environnement. Son exemple montrait qu'un individu déterminé, armé de patience et d'observation, pouvait encore faire la différence dans un monde dominé par la technique. Cette leçon d'humanisme pratique résonnait avec une actualité croissante dans une société qui redécouvrait les limites du progrès purement technologique. La communauté de Sellers, transformée par l'aventure collective de l'hiver 1956, était devenue un modèle de solidarité rurale et de développement durable qui inspirait de nombreuses communes françaises. L'abri de Marcel, devenu monument historique et centre de formation internationale, symbolisait parfaitement cette synthèse réussie entre préservation du patrimoine et ouverture sur le monde. Le village avait su tirer parti de sa célébrité sans perdre son âme authentique. Marcel vieillissant préparait minutieusement sa succession en formant une nouvelle génération d'observateurs qui perpétueraient ses méthodes après sa disparition. Ses disciples, venus du monde entier pour apprendre auprès du maître, constituait un réseau international de guetteurs du ciel qui assurerait la continuité de son œuvre. « Mon vrai monument, disait-il souvent, ce ne sera pas mon abri, mais tous ces hommes et ces femmes qui continueront à observer la nature quand je ne serai plus là. » L'histoire de Marcel Dubois était entrée définitivement dans la légende française comme l'exemple parfait de l'intelligence populaire, triomphant de l'expertise officielle, de la prévoyance individuelle suppléant aux défaillances institutionnelles, de la solidarité communautaire forgée dans l'épreuve partagée. Cette épopée moderne, authentiquement française par son mélange de bon sens, de générosité et d'obstination, continuait d'inspirer tous ceux qui refusaient la fatalité et croyaient encore au pouvoir de l'action individuelle responsable. Le fou de Salers était devenu le sage du Cantal, démontrant une fois de plus que les véritables visionnaires sont souvent ceux qu'on qualifie d'abord d'excentriques. Son abri caché, jadis objet de moquerie, était devenu le symbole universel de la prévoyance intelligente et de la solidarité humaine face aux défis de la nature. Cette transformation constituait la plus belle revanche de l'intelligence humble sur l'arrogance savante, de l'observation patiente sur la prédiction hâtive, de la sagesse populaire sur les certitudes techniques.